Bonjour et bienvenue sur Afrique Inspiration, le magazine qui dresse des portraits d'Africains inspirants et qui s'engagent dans la défense des droits de l'homme. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aimer les pages Afrique Inspiration sur Instagram, Facebook, YouTube et à donner votre avis sur les portraits et les vidéos. Par exemple, ma dernière vidéo aborde le sujet de la traite des êtres humains en Libye et le dernier portrait dressé est celui du très inspirant Joyce Mudikat qui nous parle du lien entre la masturbation et l'improductivité. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui est un homme que j'avais hâte de rencontrer et de qui j'avais également hâte de m'inspirer. C'est un honneur pour Afrique Inspiration de le recevoir aujourd'hui et je peux déjà dire à nos auditeurs que c'est difficile de faire plus sympathique, plus encourageant et plus disponible que lui. Fini le suspense, je laisse la place à un audio d'1 minute qui vous donnera un petit indice sur son identité. Et moi, je vous retrouve juste après. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Tema Biwole, à la General Atomics. Le mathématicien et informaticien Tistel Job Mvondo, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans. L'écrivain Jaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Et bien d'autres. Cette voix que vous venez d'entendre, je suis sûre que vous l'avez reconnue, est celle du président camerounais Paul Biya. Dans une allocution du 10 février 2021, il adresse un message à la jeunesse de son pays et l'incite à certes conquérir le monde, mais à surtout rentrer construire le Cameroun. Toujours dans ce message, il cite des exemples de réussite dont vous l'aurez compris, notre invité du jour, Tister Mwondo. Bonjour Tister, c'est avec joie que je te reçois aujourd'hui avec moi sur Afrique Inspiration. À seulement 22 ans, tu es devenu, paraît-il, le plus jeune doctorant d'Afrique. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et revenir sur ton parcours scolaire? Bonjour. Donc moi, c'est Vandojob Barbe-Tister. Actuellement, je suis postdoctorant assistant de recherche à l'université d'Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni. Pour ce qui est de mon parcours académique, donc je commence l'école à 2 ans environ. Je fais la grande section dans l'école maternelle, vite fait. Après, je monte à la CIL. Après, je passe le CP, je fais le CE1, le classe préparatoire. Après, je fais le CE1. Donc, je fais CE1, CM1 directement. Ensuite, je pars au CM2. Donc, au CM2, je fais dans une autre ville parce que tout le parcours que je décrivais, je le fais dans la ville de Nangaïgoko. Après, le papa, il est monté dans la ville de Bolora, où je fais dans mon CM2, maintenant plutôt dans une école anglophone, une école francophone comme les précédents parcours. Donc j'ai réussi donc mon first school living certificate, qui m'a fait dans le droit d'aller en 6e. Dans la 6e, on déménage donc pour aller à Obala, donc je fais ma 6e à Obala, au lycée technique d'Obala. Dès que je termine, j'arrive dans le déménage pour aller dans la ville de Yaoundé. Et là, sur mon bulletin, il y a écrit que je suis promu de 6e pour aller en 4e. Et en pas, je sais pas, bref. Je m'inscris donc à Pianju Anglo-Saxon International College, donc dans la ville de Yaoundé. Et je fais dans la 3e, la 4e. Ensuite, la 4e, je fais la 3e. La 3e, je décide d'écrire, donc de passer l'examen du Government Common Transordinary Level, que j'ai réussi. Et j'arrive dans la classe de première. Et dans la première, j'ai réussi, je pars dans la terminale. Et en terminale, donc, je passe mon baccalauréat anglophone.
Et là, je décide donc de faire le concours de Polytechnique. J'entre donc à Polytech en 2011, je crois. Je fais ma première année, sauf que je reprends la première année. Bon, je ne m'appliquais pas assez, j'estime, et à la maison, c'était pas trop simple. Donc, je quitte donc la première année, donc je reprends, après je pars en deuxième année. Deuxième année, je réussis, je monte en troisième année, où il faut se spécialiser. Et là, je me spécialise dans ingénierie informatique. Je réussis donc troisième, quatrième, cinquième année, dans la dernière année où il faut faire un stage d'ingénieur. Et là, je suis sélectionné avec le major de nos promotions pour aller faire un stage à Toulouse, donc sous la tutelle du professeur Alain Chana, dans le laboratoire de recherche IRIT, avec le professeur Daniel Agimon, ce qui se passe très bien. Et durant notre stage, on nous propose si on est intéressé de faire un test globalement. Et ce qu'on accepte. Donc on vient soutenir le 8 septembre 2017 et on remonte le 6 octobre 2017 toujours. Et dans le temps de faire toutes les procédures, je commence officiellement ma thèse, moi, le 1er mars 2018, sous la tutelle du professeur Alain Chana et du professeur Noël de Palma. Et donc, après ça, donc, je fais ma thèse que j'ai récemment soutenue là, le 18 décembre 2020. La thèse s'est bien passée. Et donc là, je suis assistant de recherche à l'université d'Édimbourg avec le professeur Antonio Barbalace, donc, qui est en Écosse, au Royaume-Uni. Assistant de recherche à seulement 22 ans. Félicitations, Job. Tu es une fierté pour tout le continent africain et un exemple dont toute la jeunesse africaine devrait s'inspirer. Tu as donc effectué toute ta scolarité au Cameroun, où tu commences l'école à l'âge de 2 ans. Tu sautes des classes, dont la classe de CE2, la classe de 5e, parce que tout simplement les directeurs d'école te trouvent très bon dans ton travail. Ton père est alors fonctionnaire et donc la famille se déplace beaucoup et tu étudies successivement dans des communes de la région du centre du Cameroun, dans les villes de Nanga et Boko, et Bolova, et pour terminer, la ville de Obala, où tu commences la classe de 6e à l'âge de 8 ans. En 6e, tu as 18,5 de moyenne, et il a encore été décidé à ce moment-là que tu passerais directement en classe de 4e, et plus tard, en 3e, là encore, tu es le seul de ta classe à passer de manière anticipée l'un des 2 examens du baccalauréat à l'âge seulement de 10 ans. Examen que bien entendu tu réussis et tu obtiendras ton bac en terminale 3 ans plus tard à l'âge de 13 ans. Tu rejoins Polytechnique sans trop de conviction parce que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire plus tard, donc tu passes une année de flou et tu reprends cette première année. Mais plus tard, une fois que tu as déterminé que tu voulais faire de l'informatique, là tu prends ton envol jusqu'en master où tu es repéré pour avoir été parmi les meilleurs. Tu effectues donc ton stage final d'ingénieur à Toulouse, comme tu l'as dit, où tu es encore repéré pour une thèse de doctorat au Royaume-Uni que tu soutiens à l'âge de 22 ans seulement. Waouh, waouh, waouh. Ce parcours nous impressionne et nous pousse à nous interroger sur ton environnement familial. Dis-nous, Job Tister, dans quelle ambiance familiale as-tu grandi? Est-ce que c'était une ambiance stricte ou finalement une ambiance plutôt light? Donc, moi, j'ai grandi dans une famille, je ne sais pas, je vais dire assez simple. Dont le papa, j'étais avec mon père, j'ai grandi avec mon père et ma mère. Je suis l'aîné de 3 enfants. Donc, j'ai un petit frère et une petite sœur. Le papa, il est enseignant. La maman aussi enseignante. Globalement, l'environnement était, je ne veux pas dire strict, mais c'était assez réfléchi. En fait, le papa faisait toujours l'effort de mettre sur pied des mécanismes pour plus ou moins nous forcer à s'intéresser à des trucs un peu culturels, pas politiques, vraiment culturels. Et la maman faisait vraiment un travail de fond à nous suivre chaque jour lorsqu'il fallait faire les devoirs. Chaque fois que je revenais par exemple de l'école avec des habits un peu sales là, elle allait bien me gronder et me demander déjà est-ce qu'avant d'aller jouer j'avais fini mes devoirs, et si ce n'était pas le cas elle allait me passer à tabac. Mais globalement je pense que l'environnement était assez bon, c'est-à-dire que même lorsqu'il y avait des problèmes dans la maison, on essayait vraiment de nous mettre à l'écart pour qu'on se concentre sur l'essentiel.
le père et la maman nous avaient vraiment fait comprendre que la famille ne vient pas d'un milieu très, très aisé et qu'il fallait qu'on se batte chacun à son niveau. Et le papa nous disait souvent que faites attention parce que vous n'avez personne qui va vous soutenir demain, vous n'avez personne qui va vous placer, comme on dit souvent chez nous. Et pour lui, il sait juste que si tu es bon à l'école, tu auras une position, tu vois. Il nous disait une phrase qu'un de ses aînés lui avait dit une fois, qu'il y aura toujours la place au sommet pour les meilleurs. Et vraiment, cette mentalité, il a toujours essayé de nous inculper cela. Moi, le premier, mon petit frère et ma petite soeur, on a toujours grandi dans ces paroles. Et cela aussi, je pense, la maman aussi grandit dans ça, parce que la maman, après qu'elle nous a eu, elle est repartie à l'école pour essayer d'obtenir maintenant un Master 2 après sa thèse, ce qu'elle a fait, je crois que l'année qui précédait moi ma soutenance, ou bien la même année, je crois en mars, un truc comme ça. Bref, en gros, à la maison, chacun faisait vraiment des efforts pour avancer dans son coin. Puis il y avait des périodes un peu compliquées comme les finances. C'était vraiment très compliqué. Mais on essayait d'être assez soudés. La maman vraiment était la pierre angulaire, parce que il y avait des fois elle faisait des trucs, tu te dis putain, comment est-ce qu'elle arrive à faire tous ces trucs-là en même temps, et en plus elle doit fréquenter, et en même temps elle doit enseigner, et en même temps elle doit s'occuper de nous, et en même temps. Donc, le papa il épaulait quand il pouvait, mais c'était un peu compliqué parce que lui il était chargé d'un CETIC dans un coin très reculé au Cameroun. Et donc, chaque fois, il devait prendre la moto, les bus, la poussière, tout ça, et partir dans l'établissement où il faut voir là où il dormait, quoi. C'est-à-dire, c'était très compliqué. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi, un environnement plutôt strict, où les valeurs en termes d'éducation nous étaient prônées chaque jour. Mais il faisait aussi l'effort de nous donner des loisirs à faire de temps en temps, ce qui, je pense, est très important parce qu'ils ont réussi à vraiment cumuler les deux côtés. Pas trop d'excès en termes d'école et pas aussi trop de restrictions. Pas trop d'excès et pas trop de restrictions. Tes parents ont donc su trouver le bon équilibre. Finalement, Job, tes parents, depuis ton plus jeune âge, ils ont un peu eu le même discours que le président Paul Biya, le discours que nous avons écouté tantôt, lorsqu'il exhorte les jeunes à ne pas céder à la facilité et à atteindre le sommet par le travail et la persévérance. Ils l'ont bien expliqué, ils l'ont dit tes parents, les meilleurs auront toujours une place au sommet, par contre les moins bons auront besoin d'être placés. J'aime beaucoup ta famille, une famille dans laquelle chacun se bat à son niveau, personne n'attend les bras croisés, tout le monde est vraiment au fourneau. C'est vraiment très, 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 très inspirant. Je me rappelle de cette interview de Bill Gates dans laquelle il racontait la manière dont il avait découvert qu'il était différent des autres enfants. Il expliquait qu'en plein examen de mathématiques lorsqu'il était petit, alors que des calculs mentaux étaient diffusés à la radio, il y répondait toujours très rapidement et très instinctivement, tandis qu'autour de lui, il pouvait apercevoir ses camarades galérer, pleurer, s'épouvanter, paniquer. Il a dit que c'était ce jour-là qu'il a compris que son cerveau était différent de celui des autres enfants. À quel moment, toi, Job Tister, à quel moment tu as compris que tu étais différent des autres enfants et que tu avais vraiment une longueur d'avance? Je pense que je l'ai découvert assez tardivement par rapport à mon parcours scolaire. La première fois où je me rends compte que peut-être il y a un souci, c'est en classe de 4e. Donc quand il venait d'arriver dans la ville de Yaoundé, l'enseignant, il y avait un cours là, un cours de biologie. Donc l'enseignant, Mr. Chofang, en gros il me présente à la classe, c'est-à-dire que voilà le nouvel élève qui est arrivé, machin. Et après, il dit à la classe, il a 11 ans, tu vois. Sauf que moi, j'ai 9 à ce moment-là. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, là, il s'est trompé. Sauf que à ce moment, ça faisait 2-3 ans que j'étais dans la section anglophone et je ne parlais pas ça couramment. Donc, je ne m'exprimais pas parfaitement en anglais. Et donc, j'ai voulu reprendre l'enseignant. J'ai dit, en fait, littéralement, si je traduis, ce que j'ai dit, c'est que vous mentez.
tu vois. Alors que je voulais quelque chose d'un peu plus poli, en mode de monsieur, je pense que vous avez fait une erreur, tu vois le truc. Et donc, je dis ça, je dis, vous mentez. Et direct, je dis, please, you are lying. Donc, directement, je lance à la figure que mon type, tu mens. Et là, il me regarde, il dit donc, corrige alors, tu vois, il reste poli, il dit que, corrige alors. Et je dis, I have 9 years. Et tout le monde a rigolé, quoi. Et c'était style, en fait, on rigolait pas, genre peut-être ma voix ou bien un truc comme ça, on rigolait parce qu'on se disait c'était une blague, tu vois, style, tu sais, par exemple, c'est pas moi, dans un comité ou bien un conseil d'administration là, avec des vieux, et quand on se lève, là, moi, ça dit, moi, 7 ans, quoi. Tu vois, le site de blague un peu bizarre comme ça. Donc, on se dit que je blague, et là, je me suis réassis en mode, bon, ok, je ne comprends pas trop pourquoi on rigole, et je reste là. Donc, le quoi continue en mode, les gens se sont dit, j'ai 11 ans, tu vois, et ça, si je me rappelle, ça va créer cette intention plus tard, parce que lorsque je donnais mon âge, les gens disaient, non, tu mens, tu t'appelles en quatrième, là, tu avais dit que tu avais 11 ans, quoi. Donc, ce jour-là, je rentre dans la maison, je demande, j'explique le truc à mes parents. Eux ici ils rigolent, mais ils disent, mais putain, c'est quoi tout le monde rigole chaque fois que je dis ça après. C'est là où ma maman m'explique qu'en fait, je suis peut-être un peu plus avancé en termes d'âge par rapport à la plupart de mes camarades. Et donc le lendemain, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Je joue avec eux, je ne ressemble pas à quelque chose de particulièrement différent. Et donc, petit à petit, j'ai un peu commencé à demander un peu l'âge de chacun de mes camarades en classe, à classe. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'elle a raison, quoi. Tu vois. Mais bon, je pense que c'est la première fois où j'ai commencé à me rendre compte que oui, là, il y a un souci. Là, il y a un souci, quoi. Après, bon, les autres fois, c'était plus au niveau administratif, c'est-à-dire que je donne mon âge, on me regarde, on dit que, mais non, donne ton vrai âge, quoi, tu vois. Parce que comme il y a des pratiques où les gens diminuent leur âge, par exemple, pour profiter de certaines subventions, entrer en fonction plus bref, des trucs comme ça. Et donc, chaque fois que je demande, je donne mon âge, je dis non, donne ton verre. Il dit que non, c'est mon vrai âge, qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, je pense que c'est la première, c'était à ce moment-là où franchement, le déclic en termes de différence peut-être s'est fait. Oui, Job, nous connaissons très bien le système de la TVA et je confirme que tu n'as pas retranché la TVA et que c'est vraiment ton âge. Tu as véritablement eu ton bac à l'âge de 13 ans. Et quelle a été l'attitude des autres à ton égard? Parce que là, on t'accuse de la TVA. Je n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé d'autre. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu l'attitude des autres? Est-ce qu'elle a été hostile ou est-ce qu'elle a été vraiment bienveillante à ton égard? Je pense qu'il y avait deux regards à tout ça. Il y avait des personnes qui étaient stupéfaites, mais avec beaucoup de respect derrière et avec une approche où ils voulaient m'épauler, tu vois. Parce qu'ils savent que ce n'est pas facile tous les jours d'être le plus jeune à certains niveaux à chaque fois, tu vois. Et il y avait d'autres personnes qui étaient stupéfaites, mais de la mauvaise manière, qui cherchaient des explications assez, des fois tordues. Tu vois un peu le truc, quoi. Tu vois, le folklore, j'ai vendu des personnes, ou bien, je sais pas moi, je suis dans des trucs pas très catholiques pour faire ce que je fais là. Tu vois, alors que pour moi, ce n'est que de la grâce. Je l'exploite comme je peux l'exploiter. Et donc, bon, voilà. Et je me rappelle une fois, ça c'est vraiment une anecdote qui était livrée là. Je crois que c'était quand il composait mon bac. Non, pas mon bac, le DC O level. Donc, on était en salle de classe et la dame qui suivait, elle est passée devant ma feuille. Et elle a donc vu, j'avais mis quoi, il fallait mettre là. En fait, chacun avait une sorte de fiche qui résumait son nom, la date de naissance et autres. Et donc, elle a donc vu ma date de naissance, elle a crié, j'ai le 98! Je dis, mais putain, c'est quoi cette dame qui crie des choses comme ça? Et donc là, les gens m'ont regardé, tu vois. J'ai senti qu'il y avait un regard très perçant sur moi. Bon, bah, le film de composer, il y a un gars qui vient, un autre étudiant, un autre élève qui vient. Il me dit, ça va, oui, c'est toi le gars qui a. Il me dit oui. Il me dit, Cash, je m'appelle très bien son visage, très bien de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Cash, il m'a dit, je le cite,
ça m'énerve que tu sois là, que je sois assis à côté de toi. Donc, j'ai envie de te frapper, j'ai envie de te bousiller, mais je ne vais pas le faire. Toi-même, tu vas le faire. À la fin de la composition, va derrière ce bâtiment, tu trouveras un sac et un boudin, tu te frappes, tu te mets à l'intérieur. Bon, franchement, c'est ce qu'il m'a dit, quoi. Sur le coup, j'ai rigolé, tu vois. Franchement, j'ai rigolé. Bon, après, il est parti, mais lui n'avait pas l'air de rigoler. Donc, à la fin de la composition, vraiment par curiosité, je suis parti, j'ai quitté derrière le bâtiment. Effectivement, sans rigoler, il y avait un sac et il y avait un boudin. Mais j'ai dit, c'est pas possible, le mec, il était sérieux. Coïncidence ou pas, je sais pas, je ne le saurais jamais. Sauf que ce jour-là, bon, je me fais agresser, en rentrant de la composition, du premier jour de composition. Je me fais agresser, les mecs qui me pointent un couteau là au niveau de la gorge, je crois, et ils me dépouillent. Donc, en gros, ils me prennent tout ce que j'avais sur moi. J'avais un billet de 1000 francs CFA, une petite clé USB, et je venais d'acheter un pain, avec en gros un sandwich. Je venais d'acheter un sandwich et bon, ils ont pris. Après, je crois qu'ils voulaient me bastonner. Tu vois, franchement, le mec, il passait un peu son couteau sur moi, il me donnait un peu des petits coups au coude, un peu au ventre, déjà un mot de préparation qui s'apprête à me terminer. Mais ma fiche, c'est-à-dire, est tombée. Il a vu que je suis dans la 88 et que je suis là pour composer dans l'examen national. Il a dit à son camarade, laissons le petit si est venu pour fréquenter. Je me dis, il a eu je me suis fait ça, c'est l'explication. Il s'est pris un peu de respect pour moi et il m'a laissé partir. Tu vois, il aurait pu me fracasser la gueule ce jour-là. Donc, il s'est pris de respect et il m'a dit, ok, bon, vas-y. Il s'est même excusé, hein, pour te dire à quel point il s'est excusé. Après, bon, le lendemain, je l'ai revu. Il est venu vers moi, il a discuté, il m'a demandé comment j'ai fait, qu'est-ce qui me pousse à faire ça. Je lui donnais des conseils à mon niveau. Tu vois un peu, donc on discutait, on est devenus vraiment de très grands amis. Et je vois qu'aujourd'hui, il a eu son diplôme de technicien, de technicien aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il y avait deux personnes qui tiraient un peu parti de cette information, m'encourager et pousser un peu se rapprocher vers moi pour savoir comment est-ce que je fais. Et d'autres qui, bon, voilà, ils n'étaient pas très contents et qui cherchaient des explications assez tirées par les cheveux. Mais je pense que pour le bac, les gens étaient plus en mode, ah, c'est cool comme tu as eu ton bac à tel âge. Mais pas derrière, ils étaient plus en mode, bon, on sait que ça va s'arrêter là parce que de toute façon, devant, tu vas rien pouvoir faire, tu vois. Donc, l'engouement n'était pas très élevé. Sauf que quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, là, les gens se sont dit, ah ouais, il n'est pas bête, en fait, tu vois, il n'est pas là parce que c'est de la chance, tu vois. Et il a eu de très bons résultats, il est sorti deuxième de sa promotion, voilà. Bref, tu vois un peu des trucs. Et les gens se sont dit, ah d'accord, là ça impose le respect. Là j'avais un peu plus de respect, les gens quand ils entendaient cela, ils me donnaient plus de crédit. Et pour le doctorat, l'engouement a été un peu, je pense que ça a pris un engouement plus élevé que ce que j'attendais. Et franchement, on en a fait des caisses, je pense, pour rien peut-être. Mais bon, voilà, globalement, pour résumer l'attitude des gens, il y avait deux catégories. Ceux qui le prenaient, ils étaient contents pour moi, ils essayaient de savoir un peu plus, de voir ce qu'ils pouvaient tirer de bénéfiques pour eux aussi. Et d'autres qui, bon, ils étaient plus sur la défensive, en mode de chercher des explications un peu tirées par les cheveux et qui, limite, me persécutaient un peu, pour dire ça comme ça. Merci Job pour le fou rire. Heureusement que cet étudiant ne t'a pas attendu à côté du sac et je ne comprendrai jamais cette curiosité que tu as eue d'aller checker si vraiment derrière l'établissement scolaire il y avait un sac et un gourdin prévu spécialement pour toi. Finalement, il faut croire que les cancres ont le mérite d'avoir la paix. Chers auditeurs, comprenons quand même la frustration des vieux pères de 25 ans qui passent le bac pour la xème fois et qui sont assis à côté d'un enfant de 13 ans qui réussit son bac et qui a un parcours brillant. Comme quelqu'un l'a dit, quelle humiliation! Quelle humiliation! Enfin bref, Job, aujourd'hui on se tutoie,
mais je dois avouer devant les auditeurs d'Africa Inspiration que j'ai toujours d'ailleurs beaucoup de respect pour toi, j'avais tellement de respect lorsque je t'ai contacté, que je t'ai longtemps vouvoyé. Lorsqu'on est doctorant à 22 ans, est-ce qu'on se sent plus mature que les jeunes de sa génération? Et est-ce qu'on se fait finalement l'égal des doctorants plus âgés? Donc déjà, tu peux me tutoyer, ça sert à rien de, de me vous voyez. Quelle est l'attitude à avoir? Franchement, je sais pas. Je me dis, bon, ok, j'ai un doctorat, tu vois. Ça, c'est le côté académique. Mais après, il y a la vie sociale qui est à côté. C'est pas parce que tu as eu ce doctorat qu'il faut te croire au-dessus de certaines personnes. Donc, moi, je prendrais juste que tu restes toi-même. De toute façon, tu as eu ton doctorat, tu n'es pas devenu plus grand qu'une autre personne. Je veux dire grand en termes de taille, ou bien tu n'as pas pris plus de poids. Juste pour dire, tu ne changes pas, tu restes la même personne. Peut-être qu'au niveau de ta vision de ton domaine, tes connaissances sont élargies. Mais en termes d'interaction avec d'autres personnes, il faut que tu restes toi-même, tu restes humble. Comme d'habitude, tu écoutes l'avis des autres, tu donnes ton avis sans forcément penser que ton avis est supérieur à l'autre. Parce que tu as un doctorat, c'est totalement con. Merci à toi d'exhorter à l'humilité, de dire aussi clairement que nous ne sommes pas supérieurs parce que nous avons tel ou tel diplôme et d'éviter de se comporter envers les autres de manière hautaine et orgueilleuse. Merci pour cette piqûre de rappel, car la réussite vraiment peut très vite monter à la tête. Diop, je suis curieuse. Que réponds-tu à ceux qui disent que pour réussir, il faut se tenir loin de toute distraction? Les femmes, les boîtes de nuit, l'alcool, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds à cela? Ça, c'est une question... c'est une question piège, ça. Oh, comment est-ce qu'ils vont répondre? Bon, je vais reconnaître. Il y a des modèles de réussite, tu vois. Maintenant, il y a maintenant des modèles d'éthique. Chacun, ce que je dis, c'est que chacun va trouver l'inspiration où il va se reconnaître le plus, tu vois. C'est clair, mon avis. Pour te dire vrai, je pense qu'il faut réussir à jumeler les deux et être aussi honnête envers soi-même, tu vois. Je pense que si chaque soir tu as envie de boire de l'alcool jusqu'à avoir mal à la tête, c'est clair que le lendemain tu vas pas pouvoir étudier. Tu vois, ne nous mentons pas, tu vois. C'est clair que si chaque soir tu es en boîte de nuit, le lendemain tu vas pas pouvoir étudier. Ou bien quand tu seras à l'école, ta tête va te faire mal, ou bien tu seras en train de repenser à la nuit dernière et bon, tu ne pourras pas te donner à fond. Tu vois, ça c'est une vérité, c'est pas un truc. Bon, maintenant, si tu es lucide à être toujours, bon, pas pour les garçons, pour les filles, je peux pas demander mon avis, mais c'est tout le temps à sortir avec 3, 4, 5, 6 filles en même temps, à coucher à gauche, à droite et haut, ça vient avec des problèmes, tu vois. Mentalement, tu as des soucis, tu seras toi qui dis, oh, mais il faut que j'embrouille telle fille, il faut que je mente à celle-ci, il faut que. Et aussi derrière, maintenant, il y a aussi ta religion. Qu'est-ce que ta religion te demande de faire? Et il faut la respecter. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être honnête envers soi-même. Bon, maintenant, moi, pour être honnête avec toi, je ne bois pas de l'alcool, je suis jamais allé en boîte de nuit. Mais je ne proscris pas ça. Je ne proscris pas le fait d'aller en boîte, je ne proscris pas le fait de boire de l'alcool. Aller en boîte, maintenant, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui partent en boîte, tu vois des vidéos, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que vous faites là? Quand je dis aller en boîte, c'est plus en mode aller un peu se détendre avec des amis. Quand je dis descendre, écouter de la musique, bavarder, taper des commentaires, rentrer à la maison. Il faut le faire de façon responsable, tu vois. Faites-le de façon responsable. Vous pouvez jumeler les deux. Moi, c'est quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo. J'ai un très bon niveau par rapport aux jeux vidéo. Par rapport aux gens qui ont joué avec moi le savent. Je joue beaucoup au foot ici. Dès qu'il y a des petites rencontres avec des amis ici, j'essaie toujours de participer. Je ne veux pas me couper de ces activités sociales-là, mais maintenant, je vais le faire de façon très réfléchie. Je ne veux pas aller, par exemple, à une petite rencontre avec des amis si le lendemain j'ai un projet ou bien j'ai quelque chose à rendre
et sans que ça va pas le faire, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Oh, tu vois, il y a des personnes, ils vont se bourrer la gueule limite. Et après, le lendemain, ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas le temps immédiat. Attends. Là, tu es encore tu te mens à toi-même. Pour revenir encore à moi, par exemple, moi, je travaille dans un bar, tu vois. Quand je fréquentais, c'est-à-dire que je rentrais, partais travailler. Et ça me laissait très peu de temps, très peu de temps pour pouvoir travailler. Mais lorsque j'étais au bar, là, j'ai quand même découvert beaucoup de choses parce que je voyais des parents d'enfants, je voyais des étudiants, je voyais des gens qui venaient franchement se bourrer la gueule, s'amuser sans aucune limite. Et en fin d'année, tu voyais les enfants des parents là qui échouaient, ces étudiants qui venaient se bourrer la gueule là qui échouaient. Et tu entendais leur plaindre, à aucun moment ils ne remettaient en cause la vie du dehors qu'ils menaient. Pour moi, il faut jumeler les deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand s'amuser, comment s'amuser, et il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut être sérieux et quand est-ce qu'il faut s'appliquer pour travailler. Franchement, il faut le juste milieu. Tu n'es pas obligé de suivre ceux qui vont te dire que non, il faut que tu ailles en boîte, il faut que tu bois de l'alcool, sinon tu ne seras jamais intégré à la société. Non, ça c'est des conneries. Maintenant, n'écoute pas aussi ceux qui vont te dire que bon, il faut absolument que tu t'abstrais de ça, que tu t'abstiennes de ça, sinon tu ne vas pas réussir, c'est des conneries. Tu trouves ton juste milieu qui soit en adéquation avec tes croyances, avec ta manière de faire, et tu te mets au travail quand il le faut en fait. Pour moi, c'est... Pour une question piège, tu t'en es très bien sorti. Dis-moi, Job, quelles sont les valeurs qui t'ont permis de te hisser au sommet? Quelles ont été tes plus grandes difficultés? Et quelles sont les leçons que tu as tirées de ces difficultés-là? Il y a beaucoup de choses, tu vois. Mais je vais résumer en une phrase que j'ai découvert dernièrement, qui est aussi stylée. Ça fait que j'ai ajouté intelligent. En gros, c'est la mentalité du get it done, en fait. Get it done. Ça veut dire qu'il faut le faire. En fait, mon père me disait à chaque fois que tu dois nettoyer, par exemple, le sol, fais-le de telle sorte que une autre personne ne pourra pas venir dire que bon, il faut refaire. C'est tout qu'on dit comme ça, mais ça dit beaucoup de choses. Et la mentalité du get it done, c'est un peu ça. Quand tu as un travail à faire, quand tu as une tâche à effectuer, que ce soit académique, professionnel, social, fais-le. Fais-le et fais-le bien, en fait. Et ça m'a vraiment permis, des fois, de me tirer de certaines situations. Et je ne m'en rendais même pas compte des compétences que j'avais au fur et à mesure. Parce que chaque fois, j'essayais de faire les choses bien, j'essayais de faire le travail vite, comme il le faut. Et en faisant cela, je me mettais à apprendre le respect des dates limites, je me faisais apprendre le respect des échéances, j'apprenais les compétences très rapidement, j'essayais d'aller droit au but, de ressortir vraiment l'essentiel des fonctionnalités qu'il faut que je réalise. Donc pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un. Fais le travail qu'on te demande de faire bien et fais-le vite. En fait, il faut le faire. De toute façon, à un moment donné, si on t'a demandé de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, on va demander à une autre personne. Et toi, je sais pas ce qu'on va faire. Si c'est dans le cas d'académie, on te donne 0. Si dans le cadre professionnel, bon, on te donnera plus cette tâches à faire. Et peut-être que ça t'empêchera de gravir les échelons comme tu le veux, tu vois. Il y a ça aussi. Maintenant, mes difficultés, franchement, je vais connaître. Mes plus grandes difficultés à l'école, ça a été des fois mon manque de culture. Je ne m'éduquais pas assez culturellement, en fait. Mon père faisait déjà un très beau boulot et ma maman donnait des livres éducatifs. On téléchargeait des applications assez éducatives. Je me rappelle à l'époque, beaucoup de personnes usaient à Microsoft Encarta Junior avec beaucoup de trucs dedans et autres. Mais ce n'était pas assez. Et le fait que je sois allé un peu vite au niveau académique a fait que certaines choses que certaines personnes ou bien d'autres jeunes sauront lorsqu'ils seront dans certaines classes, moi je ne l'aurais pas forcément. Et donc j'ai dû me mettre à niveau sur plusieurs choses culturellement au niveau de la société, des connaissances de la société, mais aussi peut-être aussi au niveau académique parce que comme j'avais certaines classes, bon 2 classes que j'ai sautées officiellement, tu vois, je devais me mettre à niveau. Mais aussi ce travail de mettre à niveau, ça m'a plu parce que derrière j'apprenais certaines choses et j'apprenais vraiment à concilier le temps que j'avais
avec le fait qu'il fallait que je mette absolument un niveau. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps avant d'arriver au niveau où je suis parce que, juste pour la petite histoire, quand j'arrive à Polytechnique, donc quand je reprends, niveau 1, niveau 2, quand j'arrive au département d'ingénierie informatique, je crois que j'ai un score, j'ai un classement à 2 chiffres. Mon rang, il a 3 chiffres, tu vois. C'était une promotion de 300 personnes, j'étais dans les 190 quelque chose, tu vois. Je crois quelque chose comme ça. Et je me rappelle, si on regardait le classement de tous ceux qui sont arrivés au département d'ingénierie informatique, je crois que j'étais parmi les derniers, tu vois. Sauf que les gens s'en moquaient. Je m'appelle une fille, je veux pas dire son nom. Ils sont pas beaucoup, ils vont se reconnaître que c'était moqué de ça, tu vois. Mais au fur et à mesure, j'ai pris goût à cette histoire d'informatique. J'ai pris aussi goût à cette mentalité de toujours faire les choses comme il faut, toujours faire les choses comme très bien. À la maison, j'essayais un peu de m'informer culturellement sur le domaine, sur certaines choses et autres. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment gravi les échelons, tu vois. J'ai fini le premier semestre de 3e année, 9e, deuxième semestre, 4e, au niveau quart que j'ai fini, l'année scolaire 2e et autres. Bon, bref, voilà un peu comment ça s'est passé. Et pour moi, ma plus grande difficulté a été de surmonter ce manque de culture. En fait, ce manque de volonté de vouloir m'intéresser à la culture, que ce soit professionnelle ou bien sociale. Mais quand j'ai réussi à surmonter, ça dit maintenant je le fais tellement naturellement, je m'informe sur ce qui se passe dans le domaine, j'essaie un peu de regarder des trucs nouveaux dans d'autres domaines, m'informer de tout ce qui se passe. Ça permet d'avoir un esprit assez ouvert, un esprit assez critique. Et maintenant, je pense que ça me sert énormément. Et pour les valeurs, c'est vraiment cette mentalité, tu get it done, donc il faut, tu as un travail, tu le fais simplement, tu le fais et tu le fais bien, applique-toi. Il faut pas faire des trucs pour, c'est pas moi, pour aller en fumer ou bien pour, c'est pas trop, pour que ce soit gna gna gna. Il faut que le travail soit vraiment, vraiment bien fait. Pour moi, Waouh, on retient get it done, get it done. Vraiment de tout ce que tu viens de dire par rapport à la qualité du travail qu'on doit avoir, par rapport à la profondeur, à la méticulosité que chacun de nous devons mettre dans chaque tâche que nous accomplissons. Ça me rappelle un verset biblique, Colossiens 3, verset 23, qui dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je répète, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. En gros, lorsqu'on sait qu'on a un Dieu qui est si travailleur et si exigeant, alors oui, effectivement, ça pousse à se donner à 1000% dans chaque tâche que nous accomplissons. Merci infiniment, Job. Est-ce que, pour terminer, tu pourrais avoir un mot d'encouragement pour nos auditeurs, aux personnes qui vivent peut-être en ce moment des situations d'échec, des situations de pauvreté, de découragement et qui se disent peut-être « Ok, ma seule chance aujourd'hui est de quitter l'Afrique comme Job et rejoindre l'Europe, quitte à passer par les prisons de torture en Libye. » Est-ce que tu aurais un mot pour toutes ces personnes, s'il te plaît? c'est compliqué pour tout le monde, tu vois. Tu sais que c'est compliqué. Moi-même, je viens pas d'une famille aisée, mais je pense quand même on était un peu au-dessus du lot par rapport à beaucoup de personnes qui vivent des situations franchement compliquées. Maintenant, est-ce que c'est pour cette raison qu'on va se lancer dans des expéditions périlleuses pour une lumière incertaine? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des possibilités. Qu'elles soient infimes ou pas, il y a des possibilités sur place. Maintenant, ce dont je suis sûr, c'est qu'au moins une fois, chacun aura cette opportunité-là. Et quand vous aurez cette opportunité, il faudra la saisir. Et il faudra la saisir parfaitement. Regardez les success stories que vous allez lire. Les gens n'ont pas eu mille chances. Dès qu'ils ont eu une seule chance, ils l'ont saisi. Et pour vous dire, rien ne vient de façon facile. Vous allez devoir suivre, vous allez devoir transiger, vous allez devoir vous priver de certains plaisirs, certaines choses que vous aimez. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est habitué à boire tout le temps, à un moment donné, il faudra modérer. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas étudier, à un moment donné, il faudra étudier. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas travailler physiquement, vous avez la possibilité de travailler physiquement, mais le côté
un peu d'argent pour pouvoir lancer un business, vous allez devoir le faire. Ce n'est pas évident. De toute façon, mon père dernièrement il m'a dit quelque chose là. Il m'a dit, c'est pas, quand tu vois la chèvre en cours de brouter, de manger ces noix là et autres, tu peux te dire que c'est facile parce qu'elle le fait. Et tu vois, il n'y a pas de résistance. Mais le jour où tu vas faire l'erreur d'aller faire la même chose, tu vas voir comment c'est dur. C'est dur. Elle mâche et elle force en fait. Donc chacun doit se donner, pas donner les moyens, mais se préparer pour que dès qu'il ait les moyens, directement, bim, il fera fort. Donc franchement, courage à tout le monde. Je sais que c'est pas évident. Mes frères camerounais, particulièrement, je connais nos situations. On se retrouve la plupart du temps à en train de se demander quel avenir on aura. Moi, je me suis dit, et mes parents m'ont dit que ma seule solution pour ma sortie, c'est de me donner à fond à l'école. J'ai fait ce pari-là, ça a marché. Ça n'a pas été dur comme vous l'avez suivi durant les précédentes questions. Mais je me suis donné les moyens. Et je pense que ce sont donné les moyens. Ça a marché. Franchement, si vous avez la possibilité d'étudier, parce que beaucoup n'en ont pas, allez-y, faites-le de façon appliquée. Si vous avez la possibilité d'avoir un job, de pouvoir bosser, mettre de l'argent de côté, faites-le. Franchement, c'est ça le conseil qu'il donnera à tout le monde. De toute façon, Dieu est là, Dieu veille sur tout le monde et il n'oublie personne. Il y a des fois, vous allez dans le trou et vous dites, putain, qu'est-ce que je fais là, je suis venu accompagner les autres ou bien, mais non. Chacun aura son moment et je vous exhorte juste à faire l'effort de pouvoir vous mettre à niveau, de pouvoir vous préparer. Et lorsque vous avez l'opportunité de faire quelque chose de bien et un travail bien fait, faites-le passer les gens remarquent toujours lorsque le travail il est bien fait. Je vais terminer avec cette petite anecdote. Quand j'étais au collège, dans P&G Anglo-Saxon International College, en première, donc quand j'ai quitté troisième, je pars directement en première après avoir réussi au concours. J'ai 0 suivant en mathématiques. C'est-à-dire, c'est 0 suivant en mathématiques. Imaginez pour quelqu'un qui fait politique plus tard. Mathématiques et mathématiques appliquées, j'ai 0 suivant. Qu'est-ce que j'ai pas suivi ce jour-là? Mais vous savez quoi? L'année se termine et je termine comme étant le meilleur mathématicien de toute l'école. Et l'année suivante, même chose, et l'école me dit que j'ai eu la plus grosse moyenne depuis que l'école a été, la plus grosse moyenne en mathématiques depuis que l'école a été créée. J'ai eu 0 suivant au tout début. Donc juste pour vous dire que vous pouvez être dans le trou maintenant, mais qui sait, en continuant à vous appliquer, en continuant à prier, demain après demain, une lumière va venir et vous saurez la tenir, quoi. Donc globalement, voilà ça. Encore merci pour toutes ces questions. C'était très agréable de discuter avec vous. Donc mon mot d'encouragement à tout le monde, franchement, courage. Je peux que vous dire courage et je peux que vous dire de vous apprêter parce que lorsque ce sera votre tour, il faudra vous donner à fond et ne pas louper votre opportunité. Merci beaucoup. Waouh, je dis oui, oui et oui. En attendant l'opportunité, préparons-nous. Ne méprisons pas cette phase de préparation qui précède toujours les grandes opportunités. La préparation attire les opportunités. Ces opportunités-là viendront toujours, pourvu qu'elle nous trouve prêts et absolument bien préparés. Merci Job Tister pour cet entretien. Merci pour ta sagesse, ta simplicité, ta profondeur et ton humour. Je termine avec cette citation d'Aimé Césaire qui disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Afrique Inspiration. En attendant, abonnez-vous aux différentes pages dont les liens se trouvent en description. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet entretien. Achetez le livre Afrique Inspiration sur Amazon, je ne le dirai jamais suffisamment. Et pour terminer avec ces 3 mots, get it done.